Bonjour à tous, merci d'être de retour pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'accouchement à domicile. C'est ce qui s'est passé pour ma fille cadette. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment ça s'est passé, comment je me suis préparée. Donc on va pas mal parler de la physiologie de l'accouchement, de la gestion de la douleur, de la préparation mentale. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, dès la naissance de mon fils aîné, je me suis prise de passion pour l'accouchement naturel, la grossesse, la périnatalité. Et j'ai commencé à beaucoup lire, beaucoup écouter de podcasts, regarder des documentaires. Enfin, je suis tombée dedans. Et petit à petit, une nouvelle ère s'est ouverte à moi. Et c'est devenu complètement logique. Si un jour je devais avoir un nouvel enfant et un nouvel accouchement, ça serait chez moi, tout simplement. En fait, j'ai compris que notre corps, c'est une machine merveilleuse, que si on n'a pas de pathologie, ça peut très bien se passer et la plupart du temps, ça se passe super bien. Et voilà, j'ai décidé de suivre mon instinct et je me suis lancée dans l'aventure. Donc, je retombe enceinte en mars 2024 pour la seconde fois. Et cette fois, c'est très différent de la première. J'ai une énorme fatigue en début de grossesse, j'ai des grosses douleurs ligamentaires et surtout, j'ai un enfant de même pas 2 ans à gérer. Donc, c'est une grossesse qui n'est pas de tout repos. Je décide quand même de prendre soin de moi et du coup de m'occuper de moi parce que j'ai un projet très important. Alors, on entend beaucoup le terme de physiologie et je l'emploie aussi pas mal. Donc, je voulais vous faire une petite définition pour qu'on soit tous au clair là-dessus. Alors, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Après, je vous le reformule vite fait, mais la physiologie est une science qui étudie le fonctionnement des êtres vivants, en particulier les fonctions et propriétés de leurs organes, tissus et cellules. Elle fait partie de la biologie et s'intéresse aussi bien aux animaux, aux végétaux qu'aux humains, en décrivant comment leurs grandes fonctions, respiration, digestion, reproduction, etc., se déroulent normalement. En gros, c'est l'étude d'un processus naturel, comment ça se passe au naturel, quoi. Quand on n'intervient pas, comment le mécanisme se met en place. Donc, dans notre cas, moi, dans les vidéos que je fais la plupart du temps, je vais parler de la physiologie de la naissance chez l'être humain, bien entendu. Je fais pas encore de vidéos animalières. Voilà, donc c'est toutes ces études-là. Alors, je ne suis pas encore ni sage-femme ni médecin, mais le peu de choses que j'ai acquis. Oula, je sais plus parler. Je sais plus comment on dit. En tout cas, c'est tout ce que j'ai essayé d'apprendre qui m'a menée à ce projet-là. Et j'aimerais vous faire une petite présentation de ce que c'est l'accouchement accompagné à domicile, qu'on appelle communément en France l'AAD. En gros, c'est le fait d'accoucher chez soi ou dans un lieu qu'on nous a prêté, avec une sage-femme qui a du matériel médical et un kit d'urgence en cas d'urgence. Voilà ma définition de base. Et les sages-femmes, ensuite, c'est à leur bon vouloir de suivre ou non la patiente. On dit même la parturiente quand on parle d'une femme enceinte, mais bon, on s'en fiche un peu. Par exemple, une sage-femme peut refuser de suivre une femme qui attend un bébé qui se présente par le siège. Ou elle peut arrêter de suivre une femme à partir du moment où le terme est dépassé, par exemple. En fait, tout ça s'explique parce que l'accouchement à domicile en France est très peu connu, reconnu et encore moins encouragé. Donc, elles ont de gros problèmes pour se faire assurer. C'est-à-dire qu'une assurance pour une sage-femme libérale qui accompagne l'accouchement à domicile, c'est aux alentours de 20 000 € par an. Vous imaginez si elle essaye tant bien que mal de gagner 30-32 000, il lui reste pas grand-chose pour vivre. Donc, elle engage sa propre responsabilité. Elle prend donc aucun risque. Quand je dis elle prend, en fait, je parle de la plupart des sages-femmes à domicile en France. Elles sont une petite centaine. Donc, c'est vraiment très peu quand on sait qu'il y a entre 9 et 10 000 sages-femmes libérales
En France, il n'y en a qu'une petite centaine qui pratiquent l'accouchement à domicile, qui n'est pas assuré la plupart du temps. Donc, zéro risque, c'est-à-dire que au moindre problème, au moindre doute, ou même, moi, avec ma sage-femme, j'en ai parlé, des fois, c'est même pas une pathologie. Ça peut être juste un mauvais feeling, l'impression que la femme cache quelque chose, que le courant ne passe pas, qu'il y a quelque chose coincé quelque part. Elles vont pas prendre le risque, en fait, elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent dire, non, je ne vous accompagne pas à domicile, je ne veux pas. Mais si elles acceptent, et j'ai eu la chance que ce soit mon cas, elles vous suivent tout le long. C'est-à-dire que elles vont faire le suivi de la grossesse, donc chaque mois, le petit suivi mensuel, elles regardent les échographies, les analyses de sang, etc. Elles peuvent faire des préparations à l'accouchement, bien sûr. Et ensuite, elles sont là pour l'accouchement et elles sont là pour le postpartum. Ça, pour moi, c'est une chance inouïe. C'est un confort fou que nous offre l'accouchement à domicile, d'avoir ce qu'on appelle ce suivi global. Voilà. Le problème du fait qu'elle ne soit pas assurée et qu'elle soit donc si peu, c'est qu'il y a énormément de femmes qui aimeraient accoucher à domicile et qui ne peuvent pas le faire. Tout simplement parce que dans leur région, il n'y a pas de sage-femme qui peuvent les accompagner. Donc je vais en profiter ici pour vous donner quelques pistes, parce qu'on ne peut pas tout accoucher chez nous, mais on peut quand même accoucher de manière la plus physiologique possible, c'est-à-dire sans déranger la nature, autrement. En France, il y a une dizaine de maisons de naissance qui a ouvert depuis quelques années, donc c'est assez récent, ça doit faire 10-15 ans maximum. C'est une maison de naissance, c'est un lieu qui ressemble tout à fait à une maison. Donc il y a une cuisine, une salle de bain, un lit, un salon, tout ce que vous pouvez retrouver chez vous, sauf que c'est collé à un hôpital, une structure hospitalière, une clinique, ou carrément dans l'enceinte de cette clinique. Ça permet de se sentir complètement à l'aise, comme si on était chez soi, avec une sage-femme bien entendu qui reste dans les parages, mais en étant tout près en cas de problème, en cas d'urgence, on peut être transféré en traversant juste la porte. Donc c'est très intéressant pour celles qui ne peuvent pas accoucher à domicile ou qui n'ont pas envie. Par contre, il y en a que 10 en France, donc encore une fois, il faut avoir la chance d'être au bon endroit. Il y a aussi la possibilité de faire un plateau technique. Le plateau technique, en gros, c'est la mise à disposition d'une salle de naissance dans une structure hospitalière, mais qu'on prête à une sage-femme et sa patiente pour aller accoucher. C'est-à-dire que votre sage-femme, elle vous suit pendant votre grossesse. Le jour de l'accouchement, elle part avec vous, elle vous accompagne dans cette salle mise à disposition. Et en fait, vous ne côtoyez pas le personnel hospitalier, vous n'êtes pas dérangé toutes les 5 minutes j'abuse, mais pour un monito, pour un toucher de contrôle ou quoi que ce soit. Vous êtes avec votre sage-femme, que vous connaissez, avec qui vous avez créé un lien, et vous accouchez seulement avec elle dans cette salle de naissance. Vous êtes en salle de naissance, vous êtes dans un hôpital, si jamais il y a un problème, elle a juste à ouvrir la porte, à appeler un gynéco ou à utiliser les instruments mis à sa disposition. Donc c'est aussi une manière d'avoir un suivi global, un accouchement plus respectueux de ce dont on a besoin, en lien de confiance avec sa sage-femme, au plus près du médical. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de se faire prêter un logement ou de louer un Airbnb par exemple, quand on habite trop loin. Il y a des femmes à qui ça tient vraiment à cœur, elles n'ont pas de sage-femme dans leur région, elles changent de région ou de département, elles se font louer par les réseaux de femmes ou ce genre de choses, ou prêter un appartement pendant la durée du dernier mois de grossesse, parce que les sages-femmes prennent leur astreinte pour s'occuper de vous, de votre accouchement le dernier mois, donc de 37 à 41, 42 semaines en gros. Et donc il y a des femmes qui peuvent utiliser ceci, aller chez quelqu'un d'autre pendant une durée. Voilà, ça c'est toutes les possibilités si on ne peut pas accoucher à domicile. Donc en gros, voilà les possibilités si on ne peut pas accoucher à domicile. On a toujours maison de naissance, plateau technique ou se faire prêter un logement. Bien sûr, il faut avoir envie de faire ça. Moi,
je ne peux que vous encourager parce que c'est une super expérience. Alors, juste avant de vous expliquer comment je me suis préparée, je voudrais quand même vous dire ce qui m'a convaincue. Je viens de le dire en fait juste avant, c'est le fameux suivi global. C'est ce qu'on appelle suivi global. C'est le fait d'être suivi par une ou plusieurs sages-femmes tout le long. J'ai eu plusieurs sages-femmes qui se sont occupées de moi pendant tout mon suivi, puis pendant mon accouchement, puis pendant mon postpartum. Ça, c'était une priorité pour moi parce que pour mon fils aîné, j'ai été trimballée de remplaçante en remplaçante, un accouchement très long, donc plusieurs équipes. Le jour de l'accouchement, on ne crée pas de lien avec personne. On vit quelque chose de très fort, qui peut être inquiétant, qui est souvent douloureux. Et en fait, on le vit avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas aimé et que j'ai voulu modifier pour cet accouchement. Donc, ce suivi global, ça a été super confort pour moi. Un autre confort, c'est l'organisation avec les aînés. Je parlais encore il y a pas longtemps avec une femme qui me disait oui, quand j'ai accouché, on n'a personne à côté de chez nous, on a dû faire garder. Mon mari n'a pas pu venir à mon accouchement car qu'il devait garder l'aîné. Enfin bon, on se pose tous cette question-là, surtout quand on a des enfants plus grands. Que faire avec les aînés pendant que papa et maman partent à la maternité? Eh ben, on se pose beaucoup moins la question quand on accouche chez nous. La plupart non. Je ne saurais pas dire les chiffres, mais quand même, dans ce que je vois, il y a beaucoup de femmes qui... ça ne les dérange pas. Soit elles n'ont pas le temps, soit ça ne les dérange pas, mais les aînés restent. Alors certaines, elles sont d'accord pour que les aînés assistent à l'accouchement, en fonction de leur âge et de ce qu'ils ont pu comprendre de ce que c'est une naissance. Et pour d'autres, elles accouchent la nuit, et les aînés dorment et ne se réveillent même pas. Et au petit matin, ils ont un petit frère ou une petite sœur, et donc c'est super cadeau de Noël. Pour ma part, je ne voulais pas que mon fils aîné soit présent. J'avais vraiment besoin d'être tranquille dans ma bulle et de surtout pas essayer de devoir le surveiller ou attention, il va faire ci ou ça. Donc c'était prévu qu'il soit gardé, mais il est chez une nounou. Ensuite, il est chez papy et mamie, et puis en fait, il est gardé une nuit. Le lendemain, il revient à la maison. Sa sœur aînée, il n'y a pas besoin de plus d'organisation que ça. Une nuit, quoi. Donc voilà, ça a été... je parle même pas du fait qu'on est chez soi, on fait pas de bagages, on met pas son manteau, on fait pas un trajet en voiture avec des douleurs de contraction mal installées. Enfin, pour moi, le confort, il est absolu dans l'accouchement à domicile. Mais pour ça, il faut être préparé, et donc c'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Alors, côté préparation, moi je suis du genre à penser que plus on est organisé, plus on a planifié, mieux les choses se passent. Après, c'est pas toujours une science exacte, mais ça me rassure au quotidien. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire pour ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc, quand je dis planifier, organiser, se préparer, moi souvent, je fais les choses dans ma tête. Ça se voit pas forcément dans mon quotidien que je suis super organisée. Mais je réfléchis pas mal à ce qui va se passer. Avant de partir au boulot, j'ai déjà ma journée qui est réfléchie. Je vais d'abord faire ça, ensuite je vais appeler un tel, etc. Et ben c'est la même chose. J'ai essayé de mentaliser un maximum l'accouchement. Et en fait, je suis une ancienne sportive et j'ai essayé de voir ça, donc pas du tout comme une compétition, mais plus de me servir d'une préparation à une compétition de gym. Comment on fait? En général, on se prépare physiquement et mentalement. Et j'ai essayé de faire ça, de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Donc, je vais commencer par vous présenter les pensées positives. Ça, c'est un truc de fou, ça marche super bien dans la vie, en tout cas dans la mienne. Je me suis nourrie de super trucs. En me disant que ça allait bien se passer, j'ai lu des tonnes de récits d'accouchement naturel qui se passent bien, forcément. J'ai toujours essayé de rester dans une good vibe, ou je sais pas comment on dit, pour la jouer un peu moderne. Je me suis imaginé mon accouchement de rêve.
Voilà, chaque jour, j'ai essayé de penser que du bien, sans oublier, bien sûr, que je pouvais finir en césarienne sous anesthésie générale, que ça pouvait devenir une catastrophe, que on devait être transféré à la maternité. Mais en fait, c'est pas grave, parce que le but, c'était que moi, je fasse mon max. Après, tout ce que je ne peux pas, tout ce sur quoi je peux pas agir, je peux pas agir. Donc, c'est pas grave. En fait, j'accepte qu'il y ait une part de surprise. La vie, elle nous réserve des choses. Et c'est comme ça. Ensuite, il y a le kiff. Le kiff d'être enceinte, de me dire que j'attends une petite fille, que mon fils va être grand frère, que je vais être de nouveau maman. Ça se rejoint avec ce que j'ai dit juste avant, mais c'est vraiment essayer d'être que dans le bonheur, de se faire plaisir, de se dire toujours, en fait, la grossesse, c'est pas 50 000 ans dans la vie, c'est 9 mois, des fois c'est qu'une fois dans notre vie, des fois c'est quelques fois, mais franchement, au-delà de 4 ou 5, vous êtes peu nombreuses à avoir eu autant de grossesses, donc chaque grossesse, c'est précieuse. En fait, chaque jour, je me disais, j'ai de la chance d'être enceinte, puis il y a tellement de femmes qui aimeraient l'être, qui ne le sont pas, voilà. Donc encore une fois, juste kiffer. Et bien sûr que j'avais peur et que j'avais des doutes comme tout le monde. Je savais pas comment ça allait se passer, la nouvelle organisation familiale. Est-ce que mon fils n'allait pas être jaloux d'avoir une petite sœur? Et une fois encore, j'ai juste fait tout ce que je pouvais. Donc, j'ai préparé des plats que j'ai mis au congèle pour prendre de l'avance. J'ai essayé de réfléchir comment j'allais passer du temps avec mon fils ou comment j'allais pouvoir l'impliquer dans cette nouvelle vie de famille. Voilà, je fais ce que je peux. Le reste, ça dépend pas de moi, donc on verra bien. Ensuite, il y a tout ce qui est la visualisation. Alors ça, c'est un peu difficile à expliquer parce que je suis en plus à la base une meuf assez terre à terre. J'ai jamais fait de yoga ou de méditation particulière. Mais pendant cette grossesse, j'ai senti que pour y arriver, il fallait que je me mette dans une espèce de bulle. Et je me suis souvent projetée en train d'accoucher. La plupart du temps, c'était soit à la sieste pendant que mon fils dormait l'après-midi, soit quand j'avais l'occasion de faire une bonne douche ou un bon bain tranquille toute seule. Et je me reimaginais quand les contractions commencent à envahir le corps. Et j'essayais de me concentrer sur moi, mon corps, mon bébé, mon esprit. C'est un peu... Je pense que les gens qui pratiquent la méditation, c'est un peu ça, quoi. Juste respirer et se connecter à soi-même. Du coup, je me fais un peu flipper quand je dis des trucs comme ça, parce que c'est pas du tout mon caractère de base, mais faut croire que ça a marché parce qu'en fait, j'ai entraîné mon cerveau à se mettre dans cette bulle pour que le jour où ce serait vraiment le cas, il ait l'habitude de le faire et ce soit beaucoup plus facile que si je l'avais jamais fait, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle la visualisation. Voilà. Après, j'ai aussi une grosse partie de la préparation, en tout cas pour moi, c'est d'apprendre. J'avais vraiment besoin de connaître, savoir, comprendre tout ce qui se passe quasiment comme un docteur, quoi, pour me sentir rassurée. Et donc ça, c'est lié à la peur, en fait. J'avais besoin d'être rassurée, de comprendre tous les mécanismes pour éviter de tomber dans une peur. J'ai compris que la peur, ok, elle est vraiment nécessaire dans la vie. C'est celle qui nous permet d'éviter le danger, de nous mettre à l'abri quand il y a un problème. Donc c'est très sain d'avoir peur. Mais la peur irrationnelle, la peur juste parce qu'il y a de l'inconnu donc on a peur, ça peut être vraiment un ennemi une ennemie pendant l'accouchement. Donc, pour moi, le fait de mettre la peur dans une petite place à côté, ça passait par la compréhension de tout ce qui va se passer dans mon corps. Et voilà, j'ai essayé de pas lui laisser en fait toute la place. C'est normal d'avoir peur, mais il faut pas que ça nous déborde, quoi. Et en plus de ça, la plupart du temps, la peur, elle augmente la douleur. Et c'était pas du tout ce que j'avais envie. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de douleur,
autre préparation, la préparation à la gestion de la douleur. Donc, en fait, tout ce que je viens de vous dire, ça en fait partie. Mais après, il y a des choses aussi beaucoup plus physiques. Par exemple, l'histoire du peigne. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais je vous le dis parce que ça aide beaucoup de femmes. Mettre un peigne dans sa main, ou voire 2 peignes dans les 2 mains, et serrer très fort, donc les pics du peigne appuient sur la main, ça dévie le cerveau et dévie sa douleur. Et donc, ça aide à accepter, oui, alors de toute façon, il faut les accepter, les contractions, mais là, ça aide à dévier aussi ce chemin de douleur. Moi, j'ai plutôt eu tendance à penser que j'utiliserais le point d'acupression sur la main, qui m'avait bien aidé pour mon premier accouchement. Finalement, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, il marche plutôt bien. Après, il y a l'histoire des sons. Pour mon fils, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien de vocaliser la douleur. Et donc là, j'ai fait un atelier son et vibration avec ma sage-femme. Et j'ai compris à ce moment-là que le son, c'est juste de la vibration et que les sons qu'on produit, ils vont vibrer dans notre corps et ils vont arriver jusqu'à notre utérus, notre bébé va les ressentir. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça super intéressant de me dire, ok, donc moi, ça m'aide, mais peut-être que mon bébé aussi, il ressent qu'on fait une équipe, quoi. Je lui envoie des vibrations, il essaye de m'aider. Et puis, il y a l'histoire, donc ça, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est très intéressant. Les cris aigus qu'on va faire plutôt comme ça, ils vont crisper le corps. Les cris, ils crispent le cou, la mâchoire, et plus on est crispé, tout est relié. Donc vous crispez la bouche, le cou, la mâchoire, vous allez aussi vous crisper le ventre, le périnée et tout ce qui va avec. Alors que les sons graves sont plus des sons de relâchement et d'ancrage dans le présent. Donc c'est plus... c'est vraiment très adapté, les sons graves, des sons qui viennent comme ça dans la gorge, quoi. Bon, je vais pas vous faire là... je vais pas oser vous faire l'exemple, mais vous vous entraînerez chez vous. Sachant que moi, je me suis entraînée chez moi pendant ma grossesse à faire des sons, à me dire « Ah oui, est-ce que je préfère O, est-ce que je préfère OU ?» Enfin voilà. Mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je pense que c'est l'un des trucs qui aide beaucoup à soulager le corps. Surtout quand, comme moi, on ne sait pas respirer. On a eu beau m'apprendre faire des exercices de inspirer, respirer avec le ventre, je sais pas quoi, je n'ai jamais réussi. Alors que quand on fait du son, forcément on souffle. Donc ça aide énormément. Voilà, si vous ne savez pas respirer, faites des sons graves et vous verrez, ça va vous aider. Est-ce que j'avais marqué autre chose ? Non, le peigne, voilà. Et, si, bien sûr, l'eau chaude. L'eau chaude, pour moi, c'est... Alors, franchement, je vais pas vous mentir, il y a rien qui vous enlève la douleur des contractions. Plus vous avancez dans le travail, et plus elles sont terribles, et plus elles font mal. Mais, je sais pas comment dire, c'est un apaisement, c'est un réconfort. Voilà, l'eau chaude, vraiment, ça apporte un réconfort. Et puis surtout, ça fait gagner du temps. Et ça, je l'avais vu. Il me semble que c'est Michel Audin, mais il faudrait que... Bon, j'aurai pas le temps de vérifier, je vais publier la vidéo, et puis voilà. Mais en tout cas, quelqu'un, un spécialiste de la physiologie, c'est un homme, ça doit être Michel Audin, avait dit quand vous commencez à vous mettre en travail, préparez une soupe. Vous allez chercher vos carottes, vous épluchez vos patates, et tant que vous arrivez à éplucher, c'est que vous n'êtes pas en travail actif. Et il expliquait qu'en fait, gagner du temps et s'occuper l'esprit, ça aidait énormément. Parce que c'est sûr que si les 3 premières contractions, on est déjà en stress, en panique, oulala, comment je vais me mettre, comment je vais faire, il faut que je gère, j'essaie de respirer, ça peut durer longtemps. Donc, moi, j'avais prévu de beaucoup m'occuper. Et donc, c'est ce que je vais vous raconter après, comment je me suis occupée, etc. Mais pensez-y, quand vous commencez à vous mettre en travail, tant que vous arrivez à vous occuper l'esprit, faites-le. Je m'éparpille, je suis désolée. J'en arrive à la préparation physique parce que ça peut être utile quand même. Au niveau du physique, moi, je suis restée active tout le long. Et tout le long de la grossesse, là, je parle bien de la préparation pendant la grossesse.
C'est plutôt facile pour moi. J'habite au 4e, sans ascenseur. J'avais un enfant en bas âge, donc ça m'a bien aidé. Après, j'ai aussi utilisé l'Epino. L'Epino, c'est un matériel médical qui, en gros, c'est un petit ballon qui se gonfle, qui se met dans le vagin et qui se gonfle pour assouplir les tissus, assouplir le périnée et détendre tout ça. C'est un matériel qui, apparemment, si on l'utilise régulièrement à partir du 9e mois, éviterait énormément de déchirures et d'épisiotomies. Moi, je pense franchement qu'il est super utile psychologiquement. Parce qu'on est toutes super effrayées à l'idée qu'une tête passe par là. Et quand on utilise l'Epino, c'est comme si on se disait « Ouais, ok, je vais douiller, mais je suis sûre que ça va passer. » Voilà, en gros, physiquement, c'est ça. Activité, Epino, je vois pas trop d'autres choses. Après, il y a bien sûr la logistique, préparation. C'est toujours partie du même processus de se préparer mentalement au fait de ça va se passer, quoi. Moi, je me suis pas imaginée accoucher dans ma chambre. Elle est petite, il fait super sombre, mon lit, il est un peu haut. Enfin, la baignoire non plus, pas du tout. Dans la baignoire, je me serais sentie coincée, pas à l'aise. Donc, ça a coulé de source, en fait, pour moi, d'accoucher dans mon salon. Et donc, quand j'ai commencé à me préparer à la logistique, j'ai installé mes petits matelas. J'ai fait des tests avant le jour J, de me dire, attends, j'ai vu que le rideau de douche, c'était pas mal pour éviter de tacher les matelas. Donc, rideau de douche, une alaise, un drap housse. J'ai fait ma petite popote. Et donc, ça fait partie... Oui, il faut avoir quelques alaises et un petit nid douillet. Mais en fait, c'est aussi mental, ça, de se préparer, de voir comment ça va se passer, etc. Et dernière chose, la préparation avec de la médecine douce. J'ai fait 2 séances d'acupuncture chez une sage-femme acupunctrice et 2 séances chez une magnétiseur qui, dans ma région, fait vraiment de la magie pour les femmes et les bébés. Et comme pour mon fils aîné, j'ai consommé des dattes régulièrement et j'ai bu des tisanes de feuilles de framboisier. Voilà, pour la préparation, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai parlé un peu vite, mais de toute façon, je ferai un post où je ferai des récaps. Vous pourrez lire tranquille. Alors, maintenant que vous êtes parés, vous savez ce que c'est la physiologie, l'accouchement à domicile et comment je me suis préparée, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Déjà, pour commencer, pendant la grossesse, il faut savoir que j'ai eu un petit doute. Il faut que j'arrête de taper des mains parce que je pense que la personne derrière la caméra va commencer à s'énerver contre moi. Il faut donc savoir que j'ai eu un petit doute sur la réalisation de mon projet. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout contrôler. Il faut accepter que des fois la vie nous fait des surprises, mais je suis convaincue qu'il faut toujours mettre toutes les chances de son côté. Et en fait, moi, à 35 semaines, presque 36, ma fille était toujours en siège. Et ma sage-femme m'avait dit non, je ne te suis pas si ta fille est en siège. Et donc, il fallait absolument que ma fille se retourne. Donc, j'ai été voir cette fameuse magnétiseuse près de chez moi qui, je ne sais pas si c'est elle, ou si c'est l'acupuncture, ou si c'est l'argile. Mais ça, il faut que je vous fasse un post pour les femmes qui ont un bébé en siège. Franchement, je pense que l'argile a beaucoup joué. Il y a une position à prendre avec un cataplasme d'argile en bas du ventre. Et ma fille a fini par se retourner in extremis pour que mes sages-femmes puissent me suivre à domicile. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais pas oublier de dire. Je vous le raconte à la cool, l'accouchement. D'habitude, j'écris tout ce que je vais dire. Là, je l'ai pas écrit. J'ai juste pris quelques petites notes de choses que je veux pas oublier. Voilà, donc ma fille s'est enfin retournée. Mon suivi a été complètement classique. Ah oui, assez important aussi, j'ai été suivie par une équipe de 3 sages-femmes. En fait, elles sont 2 à être présentes pour l'accouchement, mais vu qu'elles ont des astreintes, elles vont pas être toute l'année, tous les jours de leur vie en astreinte,
et ben il y en a un troisième ou une troisième, c'est 2 femmes et un homme, qui se relaient, quoi. En fonction de la date d'accouchement, il y en aura 2, mais on ne saura pas exactement lesquelles avant la date prévue. C'est peut-être un peu pas compréhensible ce que j'ai dit, on s'en fiche. Faut juste retenir qu'il y a 3 personnes qui m'ont suivi, ça a toujours été les mêmes du début jusqu'à la fin, et même encore bien après. Donc, novembre 2024, c'est parti, première contraction très tôt le matin. Je me dis, celle-là, elle pique bien, je pense que c'est aujourd'hui. Et bon, ça me réveille, je suis trop excitée, je me dis, ça y est, je vais accoucher, bon, impossible de me rendormir. Donc, au lieu de réveiller mon fils et mon conjoint qui était dans notre lit en train de dormir, je suis partie me faire un bain tranquillou avec mes petites bougies. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, ça y est, ma bulle mentale, elle a commencé à se remettre en place. Vers 5h30, j'ai envoyé un petit message à ma sage-femme en lui disant « Bon, à mon avis, c'est aujourd'hui, donc commence à te préparer. » Et puis, je suis retournée me coucher, mais franchement, trop d'excitation. Après, les contractions, elles s'étaient pas encore rapprochées, hein. C'était tranquille, une fois toutes les 25 minutes, quoi. Mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et donc, mon conjoint, il se réveille. Je lui dis « Bon, va peut-être falloir qu'on prévienne la nounou. » Lui dire qu'elle va peut-être garder le petit un peu plus longtemps aujourd'hui. On sait pas trop comment ça va se passer. En tout cas, voilà, on prépare notre fils aîné tranquillement. Et on lui fait un petit sac en lui disant que ce sera peut-être papy et mamie qui viendront le chercher chez Nounou aujourd'hui. Parce que le bébé, il est sûrement en train d'arriver. Donc moi, je reste chez moi et mon conjoint, il s'en va pour emmener notre fils chez la nounou. Puis, il avait prévu de récupérer du matériel pour travailler de la maison si jamais j'accouchais, que vu qu'il est auto-entrepreneur, il peut pas se permettre d'arrêter de travailler non plus comme ça de but en blanc. Donc, il m'avait dit, je passerai récupérer quelques matériels, mon ordi et tout, pour travailler de la maison. Si t'accouches, pendant quelques temps, on va rester là. Et il me dit, si j'ai le temps, si tu me laisses le temps, en fonction de comment ça se passe, je passerai peut-être faire une petite course. Bon, franchement, moi, je suis tranquille, hein, les contractions ne sont pas rapprochées ni rien, elles sont largement gérables, mais je me dis, bon, pas qu'il se foute non plus trop de ma gueule, quoi. Il va emmener le petit, il va aller au boulot, puis après, il va aller faire les courses, j'ai besoin de toi, quoi. Et puis finalement, c'était cool. J'ai eu un moment hyper zen, toute seule, chez moi, à me dire, ça y est, c'est le moment, le grand jour tant attendu. Et donc, j'ai commencé à installer mes petits matelas, mes petites alaises, à sortir la boîte qu'on avait prévue avec les serviettes chaudes, les pyjamas, tout ce qu'il faut. Enfin, voilà quoi, on se lance. Et bon, là, ça commence à piquer. Je me rappelle que j'appelle mes copines en visio et qu'elles me voient en train de faire des petits mouvements de bassin, des respirations avec mes sons graves et qu'elles commencent à me dire « Non, mais attends, il fait quoi, Evan ? Dépêche-le. Enfin, dis-lui de se dépêcher de rentrer et tout. » Et donc, pour la petite histoire, je ne le savais pas. Mais en fait, il tenait absolument à passer au magasin pour m'acheter des petits saucissons, de la charcuterie, du saumon, des sushis, tout ce que je m'étais retenue de manger pendant la grossesse. Donc, au final, c'est trop bien qu'il soit parti faire les courses. Et puis, il revient... Ouais, il a dû revenir vers 10h, je pense, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, c'était vraiment bien qu'il revienne parce que ça commence à se faire sentir plus intensément. Mais encore une fois, j'arrive à garder en tête que plus je m'occupe et plus ça va bien se passer, quoi. Déjà, le fait d'être debout, forcément, la verticalité, la gravité va aider ma fille à trouver son chemin. Et puis, même pour moi, rester blottie, crispée dans un coin, j'avais pas envie. Donc, j'ai essayé de continuer ma vie. Je me rappelle qu'on a vidé le lave-vaisselle et on a étendu le linge quand il est rentré. Ensuite, on est retourné à la douche. Il m'a aspergé d'eau chaude dans le dos sous la douche. Et puis en sortant, on a appelé la sage-femme en lui disant « Bon, cette fois, va falloir que tu te prépares. » Sauf que bien sûr, on l'a appelé entre 2 contractions. Donc moi, j'avais une bonne voix entre 2 contractions. Et puis en plus, je fais ma maline. Je suis un peu grande gueule sur les bords. Donc ma sage-femme, elle m'entend au téléphone.
Elle me dit ça va? Je lui dis bah oui, nickel, entre 2 contractions, je pète le feu. Et donc elle s'est dit bon, on n'est pas encore, c'est pas encore imminent quoi. Et voilà, ça suit son cours. Elle me dit tu me rappelles quand tu sens que tu passes un palier, tu me rappelles. Ça a pas trop traîné. Je me souviens que j'ai dit à Evan de mettre Malcolm. Non mais quelle anecdote trop nulle. Je sais pas, je m'étais dit ça va être cool d'avoir un truc qui détend, qui fait rire. En plus, on regarde jamais la télé chez nous, donc pour une fois, ça serait le petit bonheur de regarder Malcolm. Pas du tout. J'ai même pas regardé le générique et j'ai commencé à lui dire tu éteins les lumières, tu fais plus de bruit. Enfin là, ça y est. Ça a changé d'atmosphère, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est ça le passage au travail actif, à mon avis. C'est quand vraiment, il y a un moment, je n'ai plus supporté aucun son, aucune lumière. Je me souviens même lui dire « éteins la lumière » et qu'il me dit « mais les lumières sont éteintes ». Et en fait, c'était juste la lueur du jour, alors que bon, fin novembre, il faisait pas 50 degrés, il y avait pas un soleil de fou, mais juste ça, alors que les volets étaient fermés, et bah juste la lueur, ça me gênait quoi. Et ça, bah, c'est super bien expliqué. Si un jour vous avez envie de vous renseigner sur la physiologie, c'est super bien expliqué, comme quoi le cerveau, le corps va se concentrer juste sur l'essentiel, c'est faire naître l'enfant. Donc il ne supporte plus le reste. C'est pour ça que c'était pour moi logique de rester chez moi et de ne pas stimuler mon cerveau avec des conversations, des gens que je connais pas, un trajet en voiture. Et en effet, là, à ce moment-là, tu rentres dans une espèce de déconnexion. Et il y a un moment où j'ai commencé à me mettre à faire une espèce de danse. J'étais assise sur mon ballon et à chaque contraction, je m'accrochais à mon conjoint et dès que la contraction passait, je me jetais en avant. J'avais mis plein de coussins, les matelas, les coussins, des plaids. Et donc je me jetais en avant et je me couchais comme ça pour respirer quoi, le temps entre 2 contractions. Et dès qu'elle revenait, je me remettais sur le ballon, je bougeais mon bassin en m'accrochant à lui. Et en fait, j'ai fait ça, je pense, pendant un petit moment quand même, où là, on a décidé de la rappeler, de lui dire ok, on a changé de... Ah non, c'était même juste avant. C'était juste avant cette espèce de danse. Je crois que c'est quand j'ai vu que je pouvais pas regarder Malcolm, on l'a rappelé, on lui a dit ok, faut que tu viennes. Et là, elle me dit ok, il était midi pile. Elle me dit mon repas sort du four. Est-ce que j'ai le temps de manger ou est-ce que c'est imminent et j'accours? Et moi, je lui dis non, prends des forces, mange et tu nous rejoins. Elle me dit ok, le temps que je mange et que j'annule tous mes rendez-vous de l'après-midi, je serai là vers 13h30 parce qu'elle a quand même la route à faire. Franchement, j'ai eu un premier accouchement de 33 heures. Donc là, à midi 10, quand elle m'a dit qu'elle arrive à 13h30, je me suis dit, large. Elle va même se faire chier toute l'après-midi parce que moi, je me voyais avoir un accouchement qui va durer des plombes et de pas accoucher avant au moins 20h le soir, quoi. Donc 13h30, je lui dis oulala, oui, largement, très bien. Et puis je suis assez comment dire, je pense un peu comme tout le monde. J'avais pas envie non plus qu'elle soit là et qu'elle me voie dans une douleur, je voulais être tranquille quand même le plus longtemps possible. Donc ça m'arrangeait très bien d'avoir encore un petit moment juste nous deux. Et voilà que on raccroche et que là arrive le moment justement où je bascule dans une transe, où je suis sur mon ballon, je m'accroche à Evan, puis je me jette sur mes coussins. À chaque contraction, je me remets sur mon ballon, puis je me rejette en avant. Et ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais là, je n'ai plus de notion de rien. Je suis juste dans « je dois faire ça pour survivre ». C'est dicté par l'instinct, quoi. Jusqu'à un moment où je suis sur les coussins
j'ai une contraction qui arrive, j'essaye de me relever pour me mettre sur le ballon, mais c'est impossible. Je dois rester à genoux dans cette position et ne plus jamais bouger. J'ai l'impression que toute ma vie va être comme ça, quoi. Donc je reste les 2 genoux au sol, les mains comme ça, enfin je suis à genoux mais redressée, quoi. Et je perds les os, il me semble, à ce moment-là. Voilà, là j'ai des contractions qui sont d'une intensité inqualifiable. Je peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti, mais je sais que c'est tellement violent que j'ai l'impression que tout va exploser. Et d'ailleurs, ça explose. J'ai la poche des os qui se perce. Et en fait, d'un côté, je suis dans une transe où je ne suis pas connectée avec les sons, les images. Je sais plus vraiment ce que je ressens. Mais d'un autre côté, je suis hyper lucide. Dès que je perds les os, je demande à mon conjoint de regarder s'il y a du sang, s'il y a du liquide, si c'est taché. Enfin, je suis tout de suite dans « il faut que ça se passe bien ». Si le liquide est taché, c'est mauvais signe. Si je perds beaucoup trop de sang, c'est mauvais signe. Enfin voilà, je suis lucide. Donc il me rassure tout de suite, il me dit non, c'est juste du liquide, il y a pas de couleur particulière, tout va bien, tu as perdu les os, tout va bien. Il essaie de me rassurer. Et moi je lui dis mais non, j'ai perdu les os, faut pas que je flippe. Et du coup il comprend pas, il me dit bah non, flippe pas, t'as juste perdu les os. Et en fait moi je sais que quand on perd les os, c'est que ça va devenir encore plus intense. Et là, ouais, j'ai un coup de me dire, waouh, plus intense que ça. Que va-t-il se passer ? Vais-je survivre à cette épreuve ? Et je me ressaisis parce qu'en fait, je pense que ça m'a aidée de savoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup lu. Je sais que c'est la fin. Quand on est dans cet état-là, quand on perd les os et qu'on n'arrive plus à bouger, plus à... Enfin, que tout est flou autour de moi, c'est que c'est la fin. En fait, j'essaye de pas perdre espoir et de me dire, ok, ma sage-femme arrive et ça y est, ma fille arrive. Ma fille arrive aussi. C'est ça qui tient, en fait. À ce moment-là, je sens que ça pousse, mais d'une manière. Et ça pousse pas pour le bébé. Je sens que c'est plutôt une envie d'aller aux toilettes, donc j'y vais. C'est dingue à dire, il y a 10 secondes, j'arrivais pas à bouger, et là je profite entre 2 contractions parce que je me dis non, je ne peux pas faire caca au milieu du salon, surtout que ma sage-femme est en train d'arriver. Donc je me lève et je fais les quelques mètres qui me séparent des toilettes. J'entends quand même que Evan est à l'interphone, que ma sage-femme a sonné, et qu'elle demande de l'aide pour monter ses sacs. Enfin, il se passe un truc, je comprends que, voilà, qu'elle est là, qu'elle arrive. Je vais aux toilettes, je ressors, une contraction me couche par terre, mais alors vraiment, je suis sur le carrelage froid devant la porte d'entrée. On est en fin novembre et je me dis ah non, il faut pas que j'accouche ici. Et là, je vois du sang. Et je me dis, ça y est, c'est ma fille. S'il commence même à y avoir du sang, ma fille arrive, quoi. Donc j'attends que la contraction passe et je m'accroche à Evan. Je lui dis de me ramener au salon parce que je veux surtout pas accoucher sur le carrelage froid. Je veux être dans mon petit nid et donc je me remets à genoux de la même façon que j'étais. Et ça y est, je sens qu'elle est descendue, qu'elle arrive entre mes jambes. Et il me dit, je vais descendre pour aider la sage-femme. Et moi, je hurle, je lui dis, ah non! Mais sorti de la voix de Hulk. Et donc, en fait, il lui dit au téléphone, lâche tes sacs, viens vite, je descendrai après. Enfin, je sais plus comment il se débrouille. Elle monte. Bon, elle a un certain âge, ma sage-femme, ça fait 27 ans qu'elle fait ça. Donc, c'était un peu dur pour elle, les 4 étages. Elle arrive essoufflée. Et au moment où elle est là, moi, je me sens en sécurité et je lui dis « Ok, vas-y ». Et je lui laisse le feu vert, en gros, pour qu'il descende et qu'il aille chercher les sacs médicaux, quoi, en cas d'urgence, qu'elle avait laissés dans la montée. Et franchement, là, ça a été buzz l'éclair. J'ai
à peine parti, il était déjà revenu avec les 2 sacs. Et il a eu le temps juste de se mettre contre moi. Là, c'est vraiment un moment... Le seul mot qui pourrait décrire pour moi, c'est sensationnel. C'est-à-dire des sensations extrêmes. Et je m'accroche et je lui hurle « câlin !» Comme si un câlin allait m'aider à ce moment-là, alors qu'en fait, j'ai même pas envie qu'il me touche. Enfin, je sais plus ce qu'il me faut pas. Et en fait, voilà, je sens... ma sage-femme s'est positionnée juste derrière moi et je sens que ma fille est en train d'ouvrir le passage. Et c'est une sensation de dingo. Et je lui dis « sors là !» Je lui demande de la sortir. Et elle me dit « non, non, non ». En fait, elle arrive là à m'apaiser quand elle voit que ça y est, je suis débordée. Et elle me dit « Marina, écoute, t'as fait tout ça jusqu'à maintenant. Tu t'es super bien débrouillée. En plus, t'as réussi à attendre que j'arrive. C'est génial, tu as le temps. Prends ton temps. » Et le fait qu'elle me dise ça, quand vous avez un bébé qui essaye d'ouvrir le passage, vous sentez que, en fait, si tu pousses, ouais, il sort. Mais moi, je me suis dit, mais si je pousse, ça va me déchiqueter, quoi. Et puis, il y a un fameux film qu'il faut absolument regarder, que j'avais acheté pendant ma grossesse. C'est le film de Nina Nanar qui s'appelle « Faut pas pousser ». Et ça m'est revenu. Et donc, je n'ai pas poussé. J'ai écouté ma sage-femme, j'ai pris le temps. Et à la contraction suivante, en fait, mon corps, les contractions sont tellement énormes qu'elles poussent. Et là, la tête est sortie. Puis, je crois que c'est la contraction d'après. Il me semble que ma fille est sortie en entier. Ma sage-femme a juste eu le temps de mettre ses mains pour la récupérer et de me la passer entre mes jambes. Et en fait, je l'ai vue tout de suite. C'était trop bien. J'ai vu tout de suite qu'elle allait super bien, qu'elle était... elle bougeait, elle gigotait comme ça. Et je voyais qu'elle avait plein de tours de cordon autour d'elle. Donc, j'ai pas osé la prendre. Elle était posée entre mes jambes sur le matelas. Et je me suis dit, mais... En fait, si je la prends, je vais tout arracher, quoi. Le cordon, le placenta et tout. Et ma sage-femme me dit, vas-y, tu peux la prendre. Et je lui dis, mais elle a plein de cordons. Elle me dit, je vais t'aider. Donc, on la prend ensemble, on la démêle. Et c'est au moment où je la... Allez, alors là, je vais vraiment me faire engueuler entre les claquages de mains et le micro. Et donc, c'est au moment où je la prends contre moi qu'elle crie, qu'elle pleure. Et c'est trop, trop bien. Moi, je pleure pas, le papa non plus. On est complètement tellement boosté d'un milliard d'hormones, d'adrénaline, d'endorphine, d'ocytocine, de tout ce qu'on veut que... Ouais, c'est... Je suis contente de voir ma fille, de voir qu'elle va bien. Et d'un autre côté, je suis choquée. Je suis vraiment choquée de ce qui vient de se passer, de l'intensité, waouh! C'est... Ouais, j'arrive pas à décrire, c'est pas que j'avais mal, c'est au-delà de la douleur, c'est... Pour moi, les mots, c'est intense et sensationnel. Voilà, si vous voulez avoir une petite idée de ce que c'est. C'était trop bien. Je vous raconterai la suite une autre fois dans une autre vidéo. Mais, si, quand même, faut quand même que je vous dise que le postpartum, là, immédiat, les 2 premières heures, dans ma douche. J'ai oublié de dire, mais la deuxième sage-femme, elle est arrivée quand la tête était déjà sortie. Elle est arrivée en même temps que le corps de ma fille. Enfin, il y aurait beaucoup de choses, plein de petits détails à dire, mais ce que je retiens vraiment, c'est que 1 heure après, j'étais dans ma douche. 2 heures après, j'étais dans mon lit avec mon conjoint, mon bébé, mes sushis, et que ça n'a pas de prix. Les tranchées, donc c'est les contractions qui arrivent après l'accouchement pour remettre l'utérus à sa place et à sa taille initiale. Elles ont été d'une violence et d'une intensité extrême. Elles m'ont défoncée. Et là, mes sages-femmes sont arrivées avec une écharpe. Moi, j'avais une écharpe de portage, donc elles l'ont pris pour me faire le resserrage du bassin. Ça, c'est pareil, mesdames. Je n'y croyais pas. Je me disais, oui, rebozo, resserrage, je sais pas quoi. C'est pour les hippies en tout genre, mais
c'était trop bien. Ça m'a fait un bien fou. Mon corps était... le corps endolori, il dit merci, quoi. Et voilà. Je vais voir si j'avais pris d'autres notes. Ouais, le fait que je suis une meuf normale, ça me tient à cœur de vous le dire parce que souvent on a l'impression, en tout cas moi quand j'ai débarqué un peu dans ce truc de la physiologie, de l'accouchement à domicile, j'avais quand même l'impression que c'était des dégénérés, quoi. Des marginaux, fallait absolument manger des graines, habiter en pleine campagne, accoucher dans la mer ou je sais pas quoi, avoir... non, en fait, il faut rien de spécial. J'ai juste... je suis pas une famille de 12 enfants qui vit dans la prairie. Mon fils, il va à l'école normalement. Enfin, faut pas être forcément hors système, faut pas être forcément dingue, il faut pas être masochiste ou je sais pas quoi. J'ai un travail, j'habite dans un appartement... j'ai rien de particulier, quoi. J'ai une vie normale, je suis une meuf normale, donc ça veut dire que vous aussi, vous pouvez faire ça. Si vous trouvez que c'est la bonne chose à faire, en tout cas, moi, je fais cette vidéo pour encourager un maximum de monde, parce que franchement, c'est l'une des, je pense, la plus belle expérience de ma vie, de me dire que c'est moi qui l'ai fait, qui ai construit ma fille dans mon ventre, qui lui ai donné la vie. Il y a rien de plus beau que de voir aussi nos propres limites. Je sais que cet état de transe que j'ai vécu, il y en a qui ont besoin de drogue ou de sport extrême, de saut en parachute. En fait, nous, on a trop de la chance en tant que femme, on n'a rien besoin d'extérieur. On peut donner la vie et ça donne ça, quoi. Donc voilà, il y a un autre truc sur lequel j'aurais bien aimé parler de ça, c'est le fait de comment en parler. Parce que faut pas se leurrer, c'est très mal vu. Enfin, mal vu. Oui. Moi, j'ai choisi d'en parler uniquement aux personnes qui allaient pas me juger, ou alors qui allaient être d'accord avec moi, ou alors pour lequel la vie ne comptait pas. Voilà, je m'en fous, je sais pas, le voisin que je connais à peine, il me dit « Ah, tu vas accoucher à tel hôpital ?» Et je lui répondais « Non, je vais accoucher chez moi. » Et en fait, il peut me dire « Ah bon ?» Mais je m'en fous, c'est le voisin, je lui dis à peine bonjour. Son avis compte pas. Par contre, ceux pour qui la vie compte, là, je faisais très attention. Les amis et la famille, il fallait prendre des pincettes. Et d'ailleurs, même avec le papa, ça a été... Pour moi, ça a été très, très, très dur de lui dire, voilà, en fait, j'ai envie d'accoucher à la maison. J'avais très, très peur de sa réaction. J'avais peur qu'il soit pas d'accord. J'avais peur qu'il ait peur, qu'il me suive pas, qu'il me dise, fais ton délire toute seule, c'est n'importe quoi, t'es irresponsable, Et du coup, dans la préparation, j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important d'être les deux d'accord et alors, pas de se préparer à deux, parce qu'en vrai... Evan, il s'est pas préparé, mais je pense qu'il a compris dans ce que j'ai pu expliquer mon intention, qui était pas juste faire un challenge, faire meilleur que les autres ou quoi. Mon intention, c'était vraiment de vivre l'expérience au naturel. Et ça correspondait aussi à mon chemin vers la santé et le soin naturel. Et puis de me détacher de tout ce qui est superflu. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'un monito toutes les heures. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de toucher vaginal toutes les heures ou toutes les 2 heures ou du contrôle de col. Et la preuve, j'ai pas eu de monito, j'ai pas eu de Doppler, j'ai pas eu un seul toucher vaginal de toute la grossesse. Et ma fille, elle est née en parfaite santé. Je ne dis pas que c'est la même chose pour tout le monde. Comme je disais au début, il faut aussi accepter que la vie, elle est pleine de surprises. Et moi, en faisant cette expérience, je prenais aussi le risque que la vie me fasse une surprise, voire même une mauvaise surprise. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à devenir super long. Et voilà, je pense que c'est bon. Merci beaucoup d'avoir écouté.
Après cette merveilleuse expérience, j'ai vécu la pire. J'ai eu de graves complications 10 jours après l'accouchement, qui n'ont rien à voir avec l'accouchement à domicile, mais qui sont la faute à pas de chance. Et du coup, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de vous informer, et mieux vaut prévenir que guérir.